Bonjour, bienvenue au nom de Etika, Attac Luxembourg et de l'Altrimenti pour donc, cette deuxième conférence de cette année, une conférence lunch. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir non pas un mais deux orateurs. Voilà, je présente donc Rudy et Eva Bor qui vont... Bor Vera, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Ici, bizarrement, c'est connecté souvent. C'est pas de souci, excusez-moi. Donc, Rudy et Vera Bor, qui ont travaillé sur un sujet qui nous intéresse beaucoup, à Etika et Attac, qui est comment représenter la mondialisation autrement que parce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire souvent des tableaux de chiffres, parfois certains graphiques, pas toujours explicites, et surtout des tonnes de texte. Donc là, on est heureux de les recevoir parce qu'ils ont à la fois une vision issue de leurs études en sociologie et en design pour pouvoir représenter justement cette mondialisation et aussi représenter donc là les différents aspects qui nous déplaisent, hein, donc les inégalités, les problèmes liés au changement climatique, mais aussi des alternatives que nous pouvons mettre en avant. Donc on est vraiment très heureux de les recevoir et comme d'habitude on aura la possibilité pour ceux qui le souhaitent de vous faire dédicacer leur ouvrage qu'on a à la fois en français et en anglais puisque l'ouvrage a été rédigé dans les deux langues. Et donc sans plus attendre, je vais leur céder la parole. Voilà. Merci et merci pour cette invitation. On est très heureux de pouvoir nous exprimer ici à Luxembourg. Grosso modo, on va vous raconter l'histoire d'un projet. Un projet qui a débuté d'une manière relativement traditionnelle, comme des projets, disons, de graphisme et de design débutent souvent par une commande ou par, dans ce cas-là, c'était même un concours, qui s'est poursuivi ensuite par une sorte d'autocommande et de confrontation, d'approfondissement et de confrontation à la problématique. Donc la première phase de ce projet, c'est tout simplement une demande de participer à un concours pour l'expression visuelle d'une manifestation d'art contemporain à Zurich. Et le conservateur qui était à la tête de cette manifestation avait intitulé son exposition « What People Do for Money ». Alors, oui. Est-ce que je peux faire deux mots? Tu as le droit de parler. De nous présenter pour comprendre un peu dans quel... il y a cette interdisciplinarité entre design et sociologie, anthropologie. Mais on travaille dans des structures différentes. Il y a une association qui est Civic City, dans ce contexte on est invité aujourd'hui, qui est un réseau transdisciplinaire entre des personnes des sciences humaines et des naturelles et des sciences et des sciences de la représentation. Ça veut dire c'est entre architectes, urbanistes, designers, alors ceux qui s'occupent de la création. Ça c'est un réseau et c'est une association dans laquelle on fait des projets plutôt engagés, activistes parfois, mais aussi des recherches exploratoires, etc. Ça, c'est une structure et à part de ça, il y a un bureau qui s'appelle Intégral Rudy Bor et ça, c'est un studio de design, de graphic design qui existe depuis 25 ans, ou même un peu plus, et qui fait des projets, des grandes structures de systèmes d'information, des langages visuels, des systèmes d'orientation, etc., pour des grandes structures comme des aéroports, des hôpitaux, des universités, des quartiers, etc. Ces deux structures nous donnent la possibilité de travailler dans une logique de civic design dans plusieurs niveaux. Et précisément, parfois, on a une
une demande qui vient vers une structure et on la bascule après dans l'autre structure, etc. Et ça, c'est précisément le cas qui était là. On a travaillé avec l'Intégrale, cette demande est venue et ça c'était le début de ce processus qui a mené au livre. Donc, on était à ce thème, What People Do for Money, qui indéniablement nous a mené à penser, tiens, ça serait assez intéressant de représenter la manière dont les Zurichois, puisque là il s'agissait de la ville de Zurich, disons, quel est leur rapport à l'argent et quels sont de faire une sorte d'analyse sociologique de cette réalité, à la fois sociale, à la fois, je dirais, sentimentale, à la fois spéculative et autre. Parce que cette exposition manifeste, c'est une biennale d'art contemporain qui voyage autour d'Europe et qui a eu ce lieu à Zurich. Il faut qu'on arrive à faire comme les hommes politiques, avec un double chronomètre. Et donc, par rapport à ça, on a essayé de voir ce qui existait, et il est évident qu'il y a un sociologue autrichien qui, dans les années 20-30, donc l'après-Première Guerre mondiale, a fait un travail remarquable avec un graphiste allemand sur la question de la représentation des diagrammes. Donc c'est des choses un peu historiques, mais il a notamment un de ses premiers projets qui est un peu, je crois, à la base de son désir de représentation, c'était comment on peut représenter ces millions de personnes mortes au champ de la guerre et les conséquences indirectes de la guerre sur, par exemple, les naissances et sur d'autres effets qui sont liés à la guerre. Avec ça, il a commencé à développer une sorte de représentation, je dirais, qui n'est pas neutre. C'est pas le diagramme, c'est pas la tarte qu'on découpe, c'est comment on peut mettre de l'émotion dans ces chiffres et comment arriver à faire que ces chiffres soient réceptionnés, soient compris dans leur réalité. Et ce qu'il a fait, on voit bien, il a faire un lien pour mettre en résonance les personnes qui sont peut-être pas dans ce langage statistique, leur mettre en résonance des données qu'ils montrent. Ça veut dire les morts de cette guerre et représenter les corps, plutôt que juste donner un chiffre. Et il a fait une deuxième pas très important, il a montré des liens entre les choses, montre les interdépendances. Les interdépendances, par exemple, dans l'illustration de gauche ici, entre, je dirais, le capital et puis le travail. Mais d'autres type d'interdépendance, c'est comment dans une même illustration on arrive à montrer des situations, des tensions, des situations sociales et des explications du pourquoi d'éléments. Ce système, et j'avance un peu parce que sinon on n'y arrivera pas, ce système est basé donc principalement sur la représentation d'êtres humains, et ces êtres humains ont une certaine typologie liée à leur profession ou typologie liée... Alors il y a justement une partie qui est un peu plus problématique dans Otto Neurath, c'est qu'il a essayé de représenter aussi les différences je dirais pas de race, parce qu'il était conscient que c'était pas... Mais comment parler de l'Afrique, de l'Asie, etc., etc. Donc... ce que nous avons fait, c'est essayer, dans un premier temps, de réactualiser, redesigner ces signes en essayant de leur donner une contemporanéité. Et puis on s'est aperçu que ça allait pas très loin. Et puis on est reparti, en fait, complètement de la figure de base. C'est quoi un corps humain ? Et sur ce corps humain, comme les petits dessins
les petits jeux des enfants qui viennent mettre des habits sur des figurines, on a la possibilité de venir donner des... Oui. Et on a fait quand même la différence parce que vous connaissez tous la culture des pictogrammes partout comme une des langages, et on le trouve partout au moment en remplaçant l'écriture, en pensant que ces images sont universelles. Ils ont parfois la capacité, mais ce que nous avons essayé de faire quand même, redonner du caractère et surtout aussi montrer une activité. Ça veut dire ça devient quelque chose entre une pictogramme et une illustration. Voilà. Alors c'est entre le photographe et le photographe dans son action, voire un processus de travail, par exemple, mais on voit bien que ce processus de travail, il raconte peut-être un fait, mais à partir du moment où on le met en relation avec un autre personnage, on arrive à trouver une sorte de tension sociale qui est assez évidente et qui est la réalité de notre quotidien. Y compris, je dirais, émotionnel. Le fait que l'un ne regarde pas l'autre, que l'un est derrière l'autre, tout ça, c'est des parties de notre comportement. On a beaucoup de scènes comme ça qui nous permettent de montrer notre quotidien, la manière dont les relations se basent. À partir de là, on a construit tout un vocabulaire, c'est ce qu'on appelle un vocabulaire, c'est-à-dire une succession de possibilités qui nous permettent de parler des forces de l'ordre, de la médecine ou d'autres éléments. Et ce qui nous intéressait, c'était bien d'essayer de montrer des processus, comme par exemple celui que nous étions en train de faire, c'est-à-dire une cliente qui nous téléphone et nous demande de participer à un concours, le fait qu'on se mette au travail et qu'on essaye de développer un projet, le fait qu'on vient le présenter et ensuite que le concours, une fois gagné, cette visualisation se voit ensuite utilisée par le client et exploitée de la manière traditionnelle de ce que peut être, je dirais, une représentation visuelle de manifestation. Je passe vite parce que c'est pas l'objet central de notre projet. On voit là un certain nombre de réalisations qui ont été faites. Alors elles sont, je dirais, dans le domaine de la communication assez intéressantes parce que c'est assez rare, par exemple, qu'on représente des personnes un peu plus âgées ou des personnes qui en train de mendier. C'est pas le vocabulaire habituel de la communication. Vas-y. C'était aussi, et ça c'est juste une petite à part, une manière qu'un langage visuel peut aussi dire plus que juste faire attractif un événement. Et là, on a eu le rôle de faire un logo, une identité visuelle, comme souvent on le dit, et on a essayé de trouver un langage autour qu'eux peuvent utiliser. Sauf, ils ont utilisé, mais pas dans la même idée comme nous avons eu au début, de vraiment montrer des relations sociales. Ils ont voulu avoir des illustrations des travails, des contextes du travail. Mais quand on a commencé de faire trop des choses politiques, l'exposition, chef d'exposition d'art, il a dit non mais ça c'est pas le rôle et la volonté ici dans ce contexte, et pour ça on a dit d'accord, c'est pas possible dans le champ d'art, ça prend sa fonction là-dedans, mais on a eu la possibilité de garder les droits pour les figurines après l'exposition était finie. Donc l'exposition a eu lieu, tout s'est bien passé, ça a été remarqué dans le monde du graphisme. Bon, mais il nous semblait, une fois tout ça terminé, qu'on n'avait pas exploité correctement ou à bout ce qu'on souhaitait faire. On est donc allé
on s'est adressé à Attac, au mouvement Attac, pour voir si on pouvait faire ensemble un livre qui présentait un peu l'état du monde. Grosse ambition, mais voilà, c'était une envie qu'on avait par rapport à nos enfants, de se dire est-ce qu'on est capable aujourd'hui, comme l'a fait Otto Neurath, de montrer finalement comment fonctionne notre monde aujourd'hui. Est-ce qu'on a les outils pour le faire et est-ce que cet instrument qu'on a mis en place, ce langage visuel qu'on a mis en place pouvait être utilisé à ces fins. Donc Attac a tout de suite été intéressé, on a commencé à travailler ensemble. Donc c'est quoi le travail entre des économistes, des écologistes et des graphistes? Ils nous ont donc on s'était mis d'accord sur un principe, et c'était d'ailleurs pour ça qu'on était allé voir Attac. Ce qui nous paraissait absolument essentiel pour comprendre le monde aujourd'hui, c'est d'arrêter de le représenter dans cette concurrence internationale, internation, en disant tiens, l'Allemagne est plus forte que la Suisse, qui est plus forte que la France, etc., etc. Et où toutes les questions sociales, écologiques, industrielles, économiques sont toujours filtrées dans cette notion de concurrence qui nous empêche finalement de comprendre, de voir ce qui est commun à tous et qui est peut-être le cœur des problématiques que nous avons aujourd'hui. Et on a découvert que c'est pas facile à retrouver cette logique de nation. Ça s'arrête pas aux données. Et même si on pense l'international, c'est très difficile de trouver des données qui parlent autrement. On parle dans les logiques de comparaison. Et pour ça, voilà, on a avec Attac trouvé des partenaires qui étaient dans le même enjeu de penser en intermondial et de réfléchir sur ça. Parce que nous aussi, c'était une double nécessité. Eux ont besoin de quelqu'un qui leur aide à faire intelligibles les données très très complexes, parce que vous voyez, il y a parfois une phrase et on a pu remplir tout le livre déjà avec une phrase parce que les données... 3-4 pages. Mais ce qui est déjà beaucoup, quoi. Ça montre que c'est complexe. Parce que c'est clair, quand on parle d'une situation écologique, il faut réfléchir sur les données économiques, il faut réfléchir sur plusieurs effets, et on devient sur quelque chose qui est très compliqué. Et pour nous, c'était aussi la nécessité d'avoir des données fiables avec lesquelles nous pouvons faire vivre nos figurines dans une manière dans laquelle on a voulu leur faire parler. Et pour ça, c'était une vrai partenariat. Donc ça se passait comment? C'était Jeanne Place, la responsable d'Attac France, qui captait auprès d'économistes, écologistes et autres spécialistes des données qui nous étaient rassemblées, et Thomas Solaire qui faisait des séances de travail, c'était 3 fois par semaine souvent, puisque on a décidé de ce projet au mois de septembre 2016, hein, c'est ça? 17? Non, 16, pardon. Et l'objectif, c'était de sortir le livre pour Davos 2017. Donc, on s'est donné en fait 5 mois pour réaliser le livre, ce qui est pas sérieux, ce qui est absolument pas sérieux. Donc, il fallait mettre les bouchées doubles, et ça se basait donc sur des textes qu'on recevait de Attac, qu'on essayait, nous, comme designers, de comprendre, ce qui n'était pas si simple que ça, parce que les économistes ont quand même aussi un langage qui leur est propre, et de traduire ça dans des représentations visuelles, en sachant que la traduction, c'est comme Umberto Eco l'exprime très bien quand il parle de traduction, il y a des choses qui se perdent, et il y a peut-être des choses qui se gagnent dans tout transfert, comme ça. Et donc, c'est pas linéaire, et c'est aussi difficile que de traduire un poème d'une langue à une autre.
Et en même temps, c'est une mode d'appropriation aussi de ces chiffres et de leur mettre en question. Et ça, c'était très intéressant. Ça, c'est pourquoi moi, comme sociologue, je travaille avec les designers, parce que c'est aussi une manière de re-questionner les choses et de se faire comprendre par une autre manière de leur représenter, trouver une autre forme, aide à leur faire comprendre. Alors, sortie du livre en janvier 2017, et tout de suite, on a dû mettre un erratum, parce que l'évolution du monde est tellement rapide que ce qui était encore conçu à l'automne 2017 était complètement dépassé, et notamment cette question de la richesse des personnes les plus riches à travers le monde, qui est une évolution extrêmement rapide. Nous en étions, je crois, à 60 individus, et les nouvelles statistiques de 2017 indiquaient déjà que c'était, je crois, 14 ou 13 individus qui étaient aussi riches que la moitié de la planète la plus pauvre. Voilà. Donc ça, c'est déjà, je crois, une donnée visuelle extrêmement intéressante. Autre donnée visuelle qui nous intéresse parce qu'elle est extrêmement grave, c'est que alors que toute la population mondiale a extrêmement souffert de la crise de 2008, crise financière de 2008, les personnes les plus riches ont doublé leur richesse dans les 5 ans qui ont suivi la crise. Et ça, on voit déjà, mais on va le voir dans la suite. C'est autrement, quand on sait, beaucoup de chiffres on connaît, on sait plus ou moins ces situations, mais on le lit autrement quand on voit vraiment, c'est une classe, même pas une demi-classe qui possède autant d'argent. Et trouver des manières de faire compréhensible cette injustice qui existe. Alors, on peut montrer les 5 personnes aussi riches que la moitié du monde, mais on peut aussi, et ça c'est des éléments peut-être plus subtils, montrer les évolutions et comment en 2000, là il faut que je mette mes lunettes, mais en 2010 ils étaient encore 388 et donc aujourd'hui ils sont 6. Donc ça montre que c'est pas uniquement il y a des riches et il y a des pauvres. Il y a indéniablement des riches qui sont incroyablement, qui dans un processus d'enrichissement extrêmement rapide par rapport au reste du monde. Mais il y a des dimensions qui sont tout aussi importantes et peut-être un tout petit peu plus optimistes, ou qui moi me font dire qu'on est capable de construire un projet du futur. Nous avons été, durant toutes les années 60 à 2000, je dirais, extrêmement perturbés par la croissance de la population mondiale, et il y avait de quoi, puisque entre 1804 et 1927, on a mis 123 ans pour passer d'un milliard à 2 milliards d'habitants, et que dans les périodes les plus rapides, entre 87 et 99 par exemple, il n'en fallait plus que 12. Donc ça, c'est une sorte de comment tourner en fait une statistique autrement pour que tout d'un coup cette question de l'augmentation soit visible dans son rapport au temps. Alors où est l'optimisme? C'est qu'on a déjà baissé, on est de nouveau à 13 années et que probablement on atteindra les 8 milliards en 2024, voire peut-être 2025, donc on aura passé encore 15 années, et qu'on pense qu'on atteindra les 10 milliards en 2062, mais avec probablement un extrême ralentissement à ce moment-là. Et ça, c'est les points qui, moi, m'ont énormément, quoi. J'ai beaucoup appris en faisant ce livre, mais qui étaient le plus difficile à représenter ces questions que nous connaissons tous, puisqu'on est au bord des catastrophes écologiques et qu'on sait qu'il faut réagir maintenant
avant la catastrophe et comment montrer que c'est la réaction prématurée, pas prématurée, mais qu'il y a un écart entre le moment où il faut agir et l'effet de cette chose-là que les économistes représentent relativement bien dans des chiffres, mais qu'il faut arriver à représenter dans des graphes ou dans d'autres formes de visualisation. Et l'idée était aussi de ne pas faire un livre qui est que dans la critique et qui nous met dans une situation d'incapacité de réagir, dans laquelle on est en face de tout ce diagnostic et on ne sait pas où je peux réagir comme citoyen. Mais l'idée était aussi de montrer où les agressions font sens et où il faut agir et pas dans la jalousie de réfugiés qui a 10 € plus ou moins. Mais il y a ce système qui est en arrière qui fait cette multiplication du capital et concentration du capital dans juste une partie de la société globale. Alors, ce qui nous importait aussi, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure par rapport à Otto Neurath, c'est l'émotionnalité. Comment on peut arriver à dire nous sommes dans un esprit, il y a un esprit du capitalisme, il y a cet esprit de je suis le meilleur parce que je fais du bénéfice, mais qui va plus loin, qui est je suis le meilleur parce que je paye pas de taxes et pas d'impôts. C'est un esprit, c'est pas uniquement un acte, ce qui est grave, c'est qu'on en est fier et qu'on arrive à se dire qu'il y a une partie de la population du monde qui est fière de pouvoir, d'une certaine manière, ne pas participer d'une manière civique au processus de construction de la partie publique, au partage, à ce que finalement on doit partager. Et ça, comment le montrer avec nos outils relativement minimales, c'était des points qui, moi, m'intéressaient beaucoup. Comment on peut montrer cette immoralité extrême des négationnistes de l'écologie qui sont aujourd'hui au pouvoir aux États-Unis, mais comment on peut y compris montrer qu'il y a un vrai lien qui s'effectue entre cette attitude de refus de voir la réalité en matière de conséquences de leurs actes au niveau écologique, mais tout autant d'avoir exactement le même esprit quand ils détournent de l'argent, quand ils et il suffit de lire le dernier livre de Naomi Klein. Il ne suffit plus de dire non ou un truc comme ça pour voir à quel point cette réalité américaine, elle ne tourne pas uniquement autour de Trump, c'est véritablement toute une organisation des malfaiteurs ou des incivistes qui a pris le pouvoir et qui est en train de détruire d'une certaine manière notre avenir. Et c'est là où la question de l'interdépendance est aussi importante, c'est-à-dire c'est pas uniquement il détruit pas uniquement les États-Unis, il détruit le monde. Voilà, donc on est rentré dans ces problématiques d'offshore que vous connaissez bien au Luxembourg. Mais voilà, c'était aussi une manière de montrer précisément dans quel type de langage on est. On l'appelle paradis fiscaux. C'est des mots en face d'un crime contre l'humanité. On l'appelle ça paradis fiscaux. Alors on a développé un langage entre faire les choses doux et beaux qui sont quand même criminels. Et ça, c'est un peu aussi à retrouver cet esprit qui est le vrai, ceux qui privaient l'argent, parce que le source du mot privé, c'est voler de la communauté.
au sens tu vas latin. un peu loin, mais c'est doublement privé là. Ce qui est quand même, par exemple, moi j'aime beaucoup ce diagramme-là, parce qu'il montre que les 36 000 milliards de dollars qui n'arrivent pas à notre... qui ne sont finalement pas taxés, qui échappent aux impôts, ça correspond à cette partie des 240 milliards. Et quand on nous dit que les États n'ont pas d'argent, quand on nous dit qu'on n'a pas d'argent pour faire, c'est indéniablement cette partie-là qui manque et qui aujourd'hui, bien entendu, fait que les écoles fonctionnent avec de moins en moins d'argent, que les classes grossissent, que les hôpitaux sont dans un état incroyable et qu'une petite minorité échappe à tout ça en privatisant et en sortant d'une certaine manière du système commun. Donc on est bien dans cette... Alors je pense qu'au Luxembourg, vous êtes peut-être un peu moins affecté par ces réductions, ces permanentes réductions du service public et de la qualité finalement de ce qui est commun et aussi de l'aide à ce qui... et puis bien entendu tout ça ne peut se terminer que par des révoltes, c'est normal. Alors, ce qui nous paraissait intéressant, c'était bien entendu justement d'être pas uniquement dans la critique, mais aussi dans la proposition. Alors, il y a deux types de propositions. Il y a des propositions, je dirais, qui sont un peu provocatrices, comme celle que j'ai développée un peu à la marge du programme d'attaque, en disant, en effet, il faudrait que on considère ces criminels comme devant être arrêtés au même titre que les criminels de guerre et que d'autres criminels, et qu'il faudrait, je pense, une juridiction internationale par rapport à ça. Donc ça, c'est des projets, je dirais, presque un peu provocateurs et polémistes. Mais ensuite, on a essayé aussi de visualiser les éléments qui ont directement trait à la manière très constructive et je dirais cette lutte de réalité et de proximité. Alors ça, c'est par exemple un schéma qui essaie de montrer à quel point donc c'est les effets de la crise. Hein. On a eu cette chute après 2008, mais finalement, c'est les États qui ont redressé les banques. Et puis, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a atteint à peu près le même taux de spéculation qu'en 2007. Vous voyez, donc 2015, c'est le cercle du milieu, alors qu'en 2007, on était au cercle qui a explosé parce que trop fragilisé. Et donc, c'est tout à fait possible que les pauvres du monde soient obligés de payer à nouveau les dégâts des spéculateurs. Voilà, ça c'est une page par exemple de proposition sur les monnaies locales qui essaye de montrer des processus, qui essaye de montrer en quoi cette monnaie locale peut en effet fonctionner sur une économie. Tu veux rien dire là? Ce qu'on voit, c'est parfois c'est l'illustration, ce qui était écrit, et parfois c'est une prise de position qui parle autrement ou qui annote ou qui va au-delà de la proposition. Et ça, c'est précisément cette cohabitation d'échange de deux systèmes de dire les choses qui sont pas, c'est pas que un service en face de données, mais c'est une mettre en relation et articulation autre. Alors cette illustration, par exemple, moi, elle m'importe beaucoup. C'est donc 30 000 enfants qui meurent chaque année. Pardon ?
Chaque jour, pardon. Oui, pardon. C'est pas 30 000 enfants meurent en Afrique. C'est 30 000 enfants meurent chaque jour. Voilà. Et c'est nous, c'est chez nous, c'est sur la planète. Donc comment arriver à briser cette pensée qui consiste à dire c'est ailleurs, c'est loin, non, c'est ici, c'est sur notre planète. Voilà. Après, il y a des données que les économistes connaissent bien sur ce rapport entre cette évolution qu'on appelle l'évolution de la courbe de l'éléphant, qui résume à peu près la manière dont les augmentations et les appauvrissements de la population ont lieu, c'est-à-dire les plus riches bénéficient indéniablement d'avantages, les classes moyennes ont baissé, et on peut dire que les plus pauvres sont sortis un tout petit peu de la grande misère. Des questions qui ont trait bien sûr aux conséquences à la fois écologiques et sociales de ces comportements que sont les effets de la migration. Et plus difficiles à représenter, mais qui sont vraiment importants, c'est ces questions justement d'écologie et de comment aujourd'hui on doit mettre le curseur pour que en 2040 on n'ait pas un réchauffement de la planète qui dépasse les 2, voire 3, voire 4 degrés. Aujourd'hui, on continue à être sur une courbe de 4 degrés. Malgré les accords de Paris, ce qui s'est passé après les accords de Paris ne correspond pas du tout aux promesses qui ont été faites à ce moment-là. Donc 4 degrés, c'est la catastrophe, quoi. Donc on va droit à la catastrophe, et il s'agit bien de transformer cette chose-là, et on ne pourra pas quand on sera dans... On voit bien, c'est-à-dire dans cette courbe, que le point de rupture, il est au niveau de cette horizontale. Quand on sera dans 10 ans, la force pour courber la chose sera quasiment impossible. Donc il y a un vrai... Voilà, c'était une des difficultés de cette représentation. Mais aussi de la question, alors on a peut-être fait un premier pas, mais est-ce que pour nous, ce livre est aussi une invitation à le critiquer, parce que c'est un pas d'essayer de traduire, mais c'était aussi un peu une lutte de trouver une manière de le dire. Et quand Rudy a dit, on a voulu faire ça pour notre enfant, c'est plutôt pour les grands enfants que pour les petits. Parce qu'on a vu, on est en face de cette complexité et en face de quelque chose qui est extrêmement difficile à représenter et à faire comprendre. Et parfois, il faut plusieurs images, mais même parfois, il faut aussi, on est à une nécessité de développer des systèmes de représentation que nous pouvons plus facilement partager. C'est un tentative. Mais il y a des aspects dans lesquels on était aussi à la limite de la possibilité et aussi à un début d'un langage. Je dirais que ce diagramme, par exemple, est extrêmement important. Il est y compris optimiste, parce qu'il dit que 20% de la population consomme 80% de l'énergie, et que finalement les 80% de la population mondiale est écologiquement tout à fait viable. C'est bien les 20% les plus riches qui sont hors normes, quoi. Ce qui montre bien qu'on pourrait très bien vivre comme ces 80%, et ça marcherait, quoi. Bon, voilà, je crois qu'on ne va pas illustrer chacun des diagrammes, mais on voit bien qu'on a des diagrammes qui relèvent aussi de la question des médias, par exemple,
Et toujours, les pages jaunes sont des propositions d'alternatives et de reconsidération. Il y a des diagrammes qui correspondent à la question par exemple celui-ci de la retraite, du processus de la vie. Voilà, des choses finalement qu'on oublie un petit peu, y compris dans notre propre vie, de se dire, tiens, il y a un lien entre j'ai 20 ans et je commence à travailler avec un stage, et puis ce qui va se passer quand j'aurai la retraite. Tout ça est quand même relativement lié, et l'espoir qu'on peut avoir dans la jeunesse doit être reconsidéré en fonction des facteurs sociaux de la société. Après, il y a des questions de banque, bien entendu, mais aussi par rapport à ça, qu'est-ce que pourraient être des éléments de démocratie future? Alors, on a parlé dans un interview tout à l'heure. Nous, ce qui nous a beaucoup importé, c'était de se dire les propositions ne sont pas des affirmations. Autant on peut être dans des affirmations quand on analyse la réalité d'aujourd'hui, quand on regarde où nous en sommes, autant dans la proposition, il s'agit plus de se dire on met en débat un certain nombre de propositions qui sont peut-être envisageables assez rapidement, ou d'autres qui sont très difficiles à penser, mais qui sont peut-être nécessaires mais on met en débat. C'est-à-dire que c'est pas l'affirmation que ça c'est la solution. Alors, cette grande question de trouver des moyens souples pour réagir sur des besoins contextuels et faire sortir de cette logique d'avoir un plan, et la réalité doit s'adapter à un plan qui est lointain. Parce qu'aussi souvent, ça, on a discuté aussi ensemble, on est dans des concepts de durabilité, etc., qui ferment plutôt, qui sont attentifs aux besoins qui peuvent changer demain, et comment on développe des méthodes avec lesquelles on peut beaucoup plus réagir sur cette complexité d'interdépendance des choses. Bon, le livre finit bien entendu sur Davos et sur ce lieu je dirais, d'accord entre personnes qui relèvent de cette non-responsabilité civique. Le projet se poursuit, et là on va aller très vite, mais il s'est poursuivi dans le cadre d'une exposition sur l'attitude que doit avoir le designer dans une société responsable. Là aussi, on est parti d'une sorte de manifeste, et puis on a transposé ça dans des diagrammes. Mais c'est bien de montrer le manifeste, par exemple, c'était précisément un A4 dans lequel il y a ces positions. Et c'était le même essai de dire comment on peut s'interroger, parce que trouver une forme visuelle de quelque chose, il faut vraiment avoir compris la chose, parce que là, on fait le vrai lien, on trouve une forme, et on est dans toute la sensibilité, ce qu'on n'a pas thématisé, mais par exemple, on a eu des grandes discussions à l'atelier, comment on sort des clichés, de dire que l'Africain fait ça, et voilà, on a eu une critique que les bankers aujourd'hui, ils sont sportifs, fit. C'est des jokers. Ils sont plus dans cette logique comme nous avons représenté, avec un grand ventre et avec un cigare. C'est un vieux image, mais c'est une image qu'on a encore dans la tête, liée avec le classique du capitalisme. Alors, c'est intéressant aussi, pour nous, c'est un apprentissage et c'est un échange entre les images qui existent et qui fait le lien avec ce qu'on veut dire et avec la vraie représentation réelle, etc. Et ça c'est une vraie parcours difficile dans lequel aussi vous avez plongé. Mais comment aussi représenter l'alternative, quoi, représenter ce vers quoi on veut aller. Je crois qu'on a, par rapport à ça, on a un manque d'imaginaire, je dirais, dans le sens où on sait l'écrire, le dire, mais peut-être pas encore le représenter. Et c'est des questions comme ça qui nous intéressent fortement.
Je pense qu'on va arrêter là notre intervention parce que j'aimerais bien rentrer en dialogue avec vous, ou nous aimerions. Est-ce que... Oui, c'est bon. Donc, oui, comme d'habitude. Bon, ben, bravo pour votre travail. C'était Attaque France ou Attaque, oui. Attaque France, oui. Bon, on n'a pas tout vu, bien sûr, mais au niveau design, bon, c'est tout à fait personnel. J'aime pas trop le graphisme. Pour moi, ça fait un peu vieux, quoi. Je sais pas. Bon, bref. Mais j'ai 2 points à vous questionner. Est-ce que vous parlez de la TVA parmi les solutions, c'est-à-dire la suppression totale de la TVA? Et deuxièmement, est-ce que vous parlez de la... Donc vous avez fait ça avec Attaque, hein, bien sûr, hein, c'est pas vous qui avez inventé. Et le deuxième truc, c'est est-ce que vous avez reparlé à nouveau, parce qu'il faut le relancer, de la taxation des transactions financières, en donnant des détails, en montrant en quoi ça serait utile, etc. Merci. Alors, je crois que par rapport à la TVA, c'est pas dans en effet dans les propositions. Mais encore une fois, pour moi, les propositions, elles sont des prémices de propositions, et je crois qu'elles sont là pour montrer que proposition il y a, plus que montrer qu'alternative il y a. Je crois que c'est la grande force. Moi, c'est pour ça que j'aime très vite ce slogan qui était un peu au fondement d'Attaque, un autre monde est possible. Je trouve que c'est exactement ça qu'il faut dans ce moment où on a vraiment l'impression que rien n'est possible autrement que tel qu'il nous arrive quotidiennement, d'arriver à dire dans le petit, dans la relation entre cette proximité et ces projets de proximité, mais petit à petit aussi dans une sorte d'utopie, il faut arriver à introduire un certain nombre d'éléments et les propositions doivent fourmiller, je dirais. Elles doivent venir de l'économiste, elles doivent venir du citoyen, elles doivent venir de... Et il faut qu'on retrouve une sorte de jouissance de la proposition. C'est-à-dire de ne pas avoir peur peut-être de nous tromper, mais il faut qu'on propose. Il faut qu'on propose. Alors ça, c'est des points qui moi m'importent beaucoup comme designer. Il faut qu'on propose et il faut qu'on contre-propose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de cette attitude qui consiste uniquement à dire je suis pas d'accord avec, mais il faut qu'on arrive à dire à la place de ça on pourrait faire ça. Et ça a besoin aussi d'images. Même si elles sont peut-être un peu vieillottes, je ne suis pas sûr. Mais à vous de juger. Et c'est aussi cet acte de redonner légitimité à prendre position dans un champ qui semble être précisément trop complexe, trop scientifique, trop mathématique, trop de dire. Et c'est une manière, comme il y a d'autres projets dans lesquels on trouve autre manière d'articuler cette attitude de prendre position et faire des propositions. Ce n'est pas une réponse. Ce livre n'est pas une réponse ou un manuel d'agir, mais c'est une proposition qui, à travers de sa représentation, donne une autre possibilité de critiquer. Pour ça, je dis c'est une invitation à la critique parce que c'est nécessaire. Il faut co-écrire cet autre monde et il faut, voilà, c'est bien dire pourquoi vous trouvez ça anachronistique peut-être, etc. C'est à nous d'apprendre. Voilà. Je crois que ce point de critique, moi, je le prends très au sérieux et j'aimerais bien qu'on en débatte parce que c'est qu'est-ce qui est plus moderne? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ce qu'on pense être plus moderne est vraiment une alternative à la publicité, une alternative au milieu séductif dans lequel on se trouve.
Et nous, on a fortement cherché dans les modes de représentation, et c'est vrai que celui-là, il a la volonté d'une certaine retenue, d'une certaine neutralité. Donc il essaye d'éviter l'émotionnalité qui est aujourd'hui omniprésente dans les types de communication qu'on a. Et je pense qu'il fait écart par rapport à la publicité. Et ça, c'est un point qui, moi, m'intéressait. Alors, peut-être qu'en effet, on peut faire à la fois écart et être plus contemporain, je ne sais pas. Moi, je crois que cette représentation minimalistique est très bien en montrant aussi la sérieuseté des chiffres derrière. Ouais. Moi, je m'intéresse à la question comment est-ce qu'on peut transporter cette sorte de graphique, par exemple dans les médias sociaux. Il y a la problématique dans les médias sociaux, beaucoup de gens font des postings, des choses catastrophiques, mais ils ne donnent pas les réponses. Et c'est bien que vous donnez des réponses aussi en même temps. Donc, je crois qu'on peut très bien utiliser ça comme ONG, comme Etika, pour souligner certaines choses, mais aussi proposer autre chose. Est-ce que c'est possible d'utiliser vos dessins? Tout est open source. Ok, très bien. Ne les détournez pas, mais je vous fais confiance. Ça, c'est avec source, bien sûr. Je vais donner des sources, les livres. Donc ça, c'était vraiment un intérêt et aussi, voilà, il faut vivre avec. Nous sommes des auteurs qui prennent une responsabilité au début des choses, mais après, c'est à partager. Et pour ça, on a dit, c'est un langage, c'est quelque chose qui doit être approprié et qui se transforme aussi dans l'appropriation, parfois dans le bien et parfois dans le mauvais. Mais c'est notre intérêt que c'est approprié et que c'est parlé dans d'autres contextes. J'aime aussi bien votre manière de dessiner parce qu'il y a des études qui ont montré que s'il y a trop de émotionnalité dans des photos ou des dessins avec des thèmes de catastrophe, les gens se retirent. Ça les bloque. Ils ne peuvent plus agir parce qu'ils ont l'impression que c'est trop de catastrophes. Et donc cette sérieuxité montre aussi qu'il y a des sciences derrière. Donc il y a des gens qui s'intéressent, qui se battent, qui travaillent. Donc ça te donne l'impression un peu optimistique, c'est la catastrophe qu'on voit, mais dans une certaine manière, vous réussissez à donner un peu d'optimisme. Ouais. Mais moi, c'est vraiment une chose qui m'importe beaucoup, c'est de recommencer à penser qu'il y a des alternatives. Et que, certes... C'est l'autre fichier. Je voulais montrer quelque chose sur l'Internet, mais c'est pas nécessaire. Certes, la situation est grave et il ne s'agit pas de minimaliser, mais ce qui m'intéresse toujours, y compris dans la critique, de montrer que finalement ce serait possible. Et c'est là où aujourd'hui on voit une sorte de désappointement du citoyen parce qu'il a l'impression que c'est trop complexe, c'est pas si complexe que ça finalement. Donc c'est vrai qu'il y a un acte de minimalisme, on va dire. Hein. J'espère que c'est pas du simplisme. Voilà, de réduction de la complexité de la problématique. Et on a fait une année de recherche comme CAS à Genève, à la Hedde de Genève, et sur ce thème de ONG et le rôle du design. Et là, on a touché précisément les grandes questions de représentation du sacrifice. Comment on peut, disons, ONG comme Médecins sans frontières, etc., comment on représente ceux qu'on veut en même temps protéger, mais comment on peut aussi trouver l'empathie, générer l'empathie de l'autre pour donner l'argent, etc. Comment on travaille avec tous ces... Et on a vu que dans ce monde, la logique de marketing, de vendre les actions on fait, est tellement présente que au lieu de retrouver un lien sérieux avec les citoyens qui s'engagent.
Alors, j'utilise souvent ce mot empowerment, qui n'a pas une équivalence en français, mais mettre en pouvoir, donner, ça pour moi, ce design civique de quoi on parle, c'est donner des moyens de faire comprendre notre monde, mais aussi inviter le citoyen de comprendre ensemble et pas séduire et incapabiliser de comprendre les choses. Et dans cette logique, on vient dans une esthétique un peu autre qui... voilà. Et pour le dire rapidement, moi je pense qu'on aurait à faire une étude sur les modes de représentation des ONG et des organisations internationales et de montrer en quoi justement ces modes de représentation posent problème parce qu'ils sont totalement un copier-coller des représentations commerciales avec bien entendu des forces puisqu'il n'y a pas le même margeant derrière, donc ils sont dans la faiblesse. Et c'est en ça où moi je pense qu'il faut créer de l'écart. Il faut créer de la distanciation et il ne faut pas essayer d'imiter certaines représentations qui sont bien entendu plus fortes. En même temps, il faut que ça ait un pouvoir de séduction, puisque moi j'ai toujours affirmé que le communisme s'est écrasé à cause de son incapacité de représenter ou de donner de la qualité visuelle, de la sensualité. C'est d'ailleurs pour ça que je dirais que c'est dans les pays où le soleil est le plus présent que le communisme a tenu le plus longtemps. La sensualité a été compensée par d'autres effets. Mais je pense que la gauche a une vraie faiblesse par rapport à cette question de la communication et de la représentation. Et ce n'est pas qu'une question de modernité. Je voulais vous dire que j'aime beaucoup votre travail. J'espère que, bien en préface ou à la fin du livre, vous avez intégré au livre cette introduction que vous nous avez faite avec ces deux personnes du début du XXe siècle qui sont à l'origine de vos pictogrammes. Oui. Parce que je trouve que c'est très intéressant, ça met ça dans une dynamique historique qui est utile, je trouve. Maintenant, concernant les dessins qu'on vient de voir, les camemberts, tout ça, personnellement, je trouve qu'il y en a qui sont trop simples, donc qui finalement tromperaient le lecteur. D'autres, comme ce qu'on voit là juste derrière vous en ce moment, beaucoup trop complexes. Et donc ça veut dire c'est ouvert à une interprétation, chacun interprète un petit peu comme il veut finalement, et finalement le message, vous êtes plus sûr après s'il passe vraiment bien, comme vous le vouliez. Alors ce que je trouve que ce qui serait peut-être une possibilité, c'est d'évoluer vers l'animation. Parce qu'une image figée, c'est comme un bilan d'entreprise, c'est valable le 31/12, déjà le jour d'après, c'est déjà plus valable. Là, on ressent ça avec ces dessins. C'est la dynamique, on la perçoit pas. Et je voudrais juste dire qu'au Luxembourg, on a vraiment les compétences pour ça. On est champion dans les Français aussi, mais les Luxembourgeois aussi dans l'animation. Non, par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord sur la question de l'animation, etc. En plus, c'est plus didactique. Parce que il faut en fait, à mon avis, aussi compenser. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire compenser le fait que les médias ne disent pas tout. Les médias sont bridés, ils ne sont pas libres. Le système scolaire devient ce qu'il vient. Et en fait, de plus en plus de gens, et à l'avenir encore plus, ne comprendront plus les tenants et les aboutissants. Donc il faut vraiment il faut équilibrer ça avec d'autant plus d'efforts dans tout ce genre de dessin qu'après chacun de nous est susceptible de prendre. Mais sur cette dimension, disons, de digital et d'animation digitale et d'utilisation de ces supports sur les médias numériques, moi je suis tout à fait d'accord.
je dirais que le pari que nous avions lancé, c'était le livre. Et le livre, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus prendre chacune des pages individuellement, c'est une narration. Et je dirais que dans les images que j'ai montrées, j'ai cassé la narration qui est dans le livre. Il y a souvent des relations entre une image et l'autre, et ça avance, et on est peut-être dans cet élément qui est essentiel et qui, bien entendu, est très contemporain de se dire il ne faut pas uniquement montrer des situations, mais aussi des processus. Mais c'est qu'il est clair, tout ce qu'on a thématisé avec l'interdépendance, ça, les nouveaux médias sont faits pour cette capacité, sauf souvent parce qu'on est aussi dans des projets prognostiques, prospectivistes. Et là, on voit souvent aussi comment est-ce qu'on dit, encore une incapacité d'utiliser le potentiel des nouveaux médias dans une manière de vraiment travailler dans cette complexité. Et souvent, on retombe sur une esthétique pauvre, etc. Mais c'est un grand potentiel dans lequel on a fait quelques images comme animation et ça parle tout de suite beaucoup plus fort. Et ça, c'était juste primaire. Voilà. Et ça serait génial si ça peut avancer. Voilà, comme j'ai dit, c'est un début d'une démarche et ça serait super quand ça se poursuit. Mais en ceci, je suis y compris un peu conservateur. Vous savez, ce livre est sorti donc il y a maintenant plus d'1 an. Et l'avantage du livre, c'est que ça garde son actualité et que l'éditeur, il dit il faut que j'arrête. Le seul pari que j'ai, c'est d'arriver à garder un stock de 20 ans. De toute façon, j'écoulerai. Et ça, c'est des choses que les nouveaux médias ont du mal quand même à faire. C'est la durabilité de la présence d'un élément comme ça. Ça ne veut pas dire que... Voilà, pour moi, de toute façon, c'est un travail de relation entre ces médias qui doivent continuer à être travaillés. Je suis tout à fait d'accord. Et ça c'est un peu aussi cet aspect politique dans le design. C'est encore une fois, faire représenter, c'est presque... commencer avec la réalité de demain. Il devient un petit peu plus réel quand c'est déjà représenté. La présence dans la représentation, c'est quelque chose qui est un outil fort et dans lequel on travaille dans d'autres projets aussi, de faire une autre cartographie d'un même territoire, par exemple. Avoir déjà cette image, on ne peut plus aller en arrière. Cette image commence à travailler dans la tête. Et ça, c'est ce côté imprimé. C'est cet acte aussi, encore ce mot imprimé, c'est là et c'est fait. Et on peut travailler avec. Et je pense, si on peut lier les deux capacités de plutôt réagir et montrer une complexité en parallèle, parce que là, comme vous l'avez dit, il faut aller dans la linéarité et avec ça, on a des difficultés de décomplexifier et parfois, c'est difficile. Comment on peut lier ces deux capacités de manifester et de travailler dans cette complexité de fluidité? Vous parliez alternatives. Par où passeraient ces alternatives? Des grands mouvements citoyens, des nouvelles formes politiques? Pouvez-vous nous donner quelques espérances? Moi, je trouve qu'il y a un nombre incroyable d'expériences locales qui sont extrêmement intéressantes. Et le point sur lequel aujourd'hui, et je crois que nos amis espagnols, on voit bien la difficulté de ça, c'est-à-dire le passage entre cette expérimentation locale
ces utopies locales et la prise de pouvoir et la grande difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et je trouve assez intéressant que ces collègues espagnols disent peut-être qu'il faut même travailler encore un peu en sous-marin avant d'émerger. Je ne suis pas sûr que le temps est tout à fait favorable à la... Voilà, les forces contraires sont très très fortes, mais en train de s'essouffler. D'après moi, elles sont au moins en train de s'hystériser. Ce qui est peut-être une... si on le lit d'une manière positive, c'est peut-être une première lecture de la fin du processus. Alors, malheureusement, moi je suis assez sûr qu'en matière écologique, il va y avoir une transformation assez forte des prises de conscience et qu'on sent très fortement dans les jeunes générations, etc. J'espère qu'elle ne mènera pas vers de nouvelles dictatures. Disons, comportements brutaux. Et c'est tout l'enjeu de ce futur, comment être conscient de cette nécessité de se transformer et de transformer tous les facteurs et de reprendre de nouvelles directions, de nouveaux objectifs, un nouvel esprit. Et la question de l'esprit, moi, elle m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur la question de l'évolution de la communication dans les années 80. Et c'est une transformation d'esprit qu'il y a eu, plus qu'une transformation réelle des outils qui ont été mis en place. Donc comment changer l'esprit des choses aujourd'hui au niveau planétaire, en sachant que toutes ces questions sécuritaires, cette fausse guerre et tout ça, n'est là que pour empêcher que nous voyions clair. Et là aussi, le livre de Naomi Klein était extrêmement intéressant sur cette question du choc. C'était l'utilisation par les systèmes libéraux du choc pour empêcher en fait que nous soyons dans une prise de conscience de ce qu'il faudrait faire. Ces stratégies de choc de la société actuelle. Et très concret, complètement autre réponse, et Rudy voit peut-être pas, fait une autre narration que moi, mais pour nous, à la suite de cet livre, il y a eu cette exposition, mais il y a eu un autre projet dans le très concret, parce qu'on a vu quand même aussi le grand pourcentage des personnes qui vont vivre dans des villes. Alors les villes prennent beaucoup plus d'importance que les nations normalement, si on voit le nombre d'habitants partout au monde, et comment on peut penser vraiment dépasser cette logique nationale, et comment on peut faire des systèmes qui se lient autrement. Alors au début on a dit intéressant un parlement des villes au monde, et parce que on travaille dans le design, on a dit non, on veut aller encore beaucoup plus dans la hyper proximité. On fait une recherche sur les fonctionnements des places, et d'abord dire le bon aspect de la ville en face de la nation, que la ville est un concept intégratif. On n'a pas besoin d'un passeport pour rentrer dans une ville, mais dans une nation, c'est quand même exclusif. Et tout ça est un peu exagéré, parce qu'il y a de l'exclusion dans les villes. C'est clair. Il y a et tout de l'inclusion dans les nations aussi. Mais dans le schéma de base, tu as raison. Et de dire, on reste encore abstrait, on va travailler sur ça. Et on a aussi, parce que beaucoup des propositions il faut travailler dans le hyperlocal. Et on voit les initiatives qui font ça, mais ils font ça souvent dans un égoïsme. On voit, on se sépare, on fait des autonomies, mais parfois c'est pas une autonomie dans le partage, mais c'est une autonomie dans la logique de encore plus d'égoïsme, au plus de réduction, au plus de le territoire.
voilà. On travaille souvent en échange avec, on a une conférence avec Bruno Latour et Gilles Clément, par exemple, et là, on a vu, il y a des positions qui prennent beaucoup plus cette liaison avec le territoire et on reprend la terre. Et la terre est importante, mais la terre dans la logique de partage. Tu deviens impatient, mais... Non, tu t'aventures dans un truc non, complexe. Non, pas du tout. Et voilà, bref, on a fait dans cette logique, dire on fait un projet sur des thématiques des places, mais dans la logique de mettre les places en relation. Et on a invité 10 collègues partout au monde, des universités, des groupes de chercheurs, de travailler avec nous sur cette thématique. Ça fait un peu plus de 100 étudiants qui travaillent sur 10 places dans leur ville, sur comment déjà comprendre qu'est-ce que c'est une place. Ça peut être 2 ou 3 personnes en arrière-cour. Quel rôle joue cette place dans la ville, quel rôle joue le citoyen, qui coproduire une place qui fonctionne, qu'est-ce que sont les liens sociaux qui se construisent, comment on travaille ensemble, comment on prend soin pour le contexte dans lequel on est. Et la prochaine étape qu'on a juste fait, c'était de mettre ces places en relation. C'est un projet qui est en processus, si ça vous intéresse, c'est sur notre site web www.civiccity/place. Juste en disant, en traduire ce qu'on a, ou une partie, ce qu'on a vu comme mise en position, on essaye d'appliquer et de se questionner ça dans un micro-question qui devient encore grand et complexe, mais en disant comment on peut développer et faire vivre ces autres modèles. Et c'est une manière de dire, et c'est une autre manière que cette publication, de se mettre en face de ces nouveaux modèles et de ces alternatives et leur faire appliquer et réfléchir. Et ça, quand on poursuit maintenant peut-être de faire une nouvelle publication, une traduction, ces expériences dans le champ, dans le lieu, nous aident à faire une autre manière de parler aussi de ces et relier ces faits très locaux avec une question transversale et globale. Point. Dit autrement, c'est vraiment comment on peut passer de modes de représentation concurrentiels, qui sont les modes de représentation actuels, absolument dominants, vers des représentations qui favorisent la lisibilité des relations, la lisibilité des solidarités, la lisibilité des interdépendances, justement, des connexions qui sont sous-jacentes à notre futur. Et faire compréhensible qu'est-ce qu'on partage. Qu'est-ce qu'on partage comme problématique, on partage du bien, mais on partage aussi des problèmes. Et ça peut fortement lier. Vous pouvez pas traduire ça en anglais et allemand Mais on va reprendre. Allô. Vous m'entendez? Oui. Je représente le monde diplomatique et Attac. C'est en février 2000 que Bernard Cassin publiait sur Le Monde diplomatique un article intitulé « Inventer un protectionnisme altruiste ». Selon les tenants de libre-échange, l'essor du commerce serait synonyme de progrès pour tous. L'expérience montre au contraire qu'il s'agit d'un moyen pour les puissants d'imposer leurs exigences à l'ensemble de la planète. D'où l'urgence d'un protectionnisme altruiste destiné à protéger les modèles sociaux les plus avancés comme les intérêts des travailleurs du Sud. Des prélèvements variables sur les importations suivant des critères sociaux et écologiques et qui seraient restitués aux pays d'origine si les droits sociaux et les politiques salariales progressent. Toute la question est de savoir quels seraient les critères pris en compte, le type de mesures à envisager et les institutions qui les appliqueraient. Et ici, on parle évidemment de l'intervention des Nations Unies. Et ce n'est pas un repli sur soi, parce que ce protectionnisme altruiste est basé plutôt sur la coopération. Et ici, je voudrais faire référence à une autre déclaration. Faisons en sorte que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique,
et consommée en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade, la fabrique du coton, produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso, pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Thomas Sankara. Discours du 29 juillet 1987 au sommet de l'OUA. Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako en Haute-Volta, est mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Homme d'État anti-impérialiste, panafricaniste et tiers-mondiste. C'est une prise de position. Non, mais moi, je suis tout à fait... je signe cette chose-là à partir du moment où, parallèlement à ça, on donne le droit à l'Africain de venir en Europe et de vivre en Europe. Et qu'on nous donne le droit de vivre en Afrique si on a envie de vivre en Afrique. Donc c'est une double... Autant je pense que cette logique du local est extrêmement important et de couper certaines obligations et interdépendances, je suis tout à fait d'accord. Autant en matière de droit, c'est ce que essayait d'exprimer Vera par rapport à la thèse, y compris de Bruno Latour. Moi, je suis... c'est-à-dire ce retour à la terre, oui, mais je veux être en même temps, et je crois que nous devons pouvoir rester nomades si nous souhaitons l'être. Et les nomades, c'est aussi un fait culturel. Donc voilà, comment relier ces deux choses, pour moi c'est le point sur lequel nous pouvons penser, et je pense que ce n'est pas contradictoire. Et voilà, cette dernière, voilà, la signature, comme vous avez la lu, c'était au minimum 5 identités dans une personne. Et ça, je trouve, c'est précisément la force. Il faut sortir de cette logique d'identitaire réduite sur une ou deux catégories. Je suis africain, mais je suis peut-être... J'ai 5 ou 10 identités dans lesquelles je veux vivre ce monde. Je suis altermondial, ou je suis, je sais pas, je suis poète, et je suis... Un est plus voyageur, l'autre moins. Et quand on commence à penser ça, il faut... Parfois, pour une période, se protéger, et je pense qu'il y a toujours ces périodes, mais après, il faut toujours repenser les liens, repenser comment on se met en lien et comment on peut voyager, bouger, etc., pour vivre dans cette possible. Parce que on a toujours le danger qu'après une période nécessaire de protectionnisme, ça devient institutionnaliste et ça recommence à exclure. Ou, comme vous dites, c'est au début altruiste et ça peut devenir aussi quelque chose égoïste. Et comment on arrive à faire l'un et vivre l'autre en même temps. Ça, c'est pourquoi j'ai dit cet exemple de projet des places, en disant que parfois j'ai plus commun avec une place à Varsovie, avec une place à Bogota, que j'ai avec une place juste à côté de moi. Et comment on peut travailler dans cette autre manière de voir notre monde que nous sommes capables à faire, parce que déjà dans nos vies, nous avons une complexité de réunir des choses contradictoires et de vivre ça aussi dans notre politique. Ça serait, voilà, moi je pense très important. Merci. Okay. On vous laisse retourner au travail. Oui. Alors... Ah oui, la traduction, ça c'était important. On aimerait bien, tout au début, on était... Ça existe en anglais et français. Hein. Anglais et français, et les Allemands, on leur a présenté, mais c'est
2 mois de production étaient trop courts pour avoir cet accord, mais ouverte, hein. Toutes les propositions sont prévues. Ok. Alors, merci. Pour ceux qui le souhaitent, donc, il y a donc, un exemplaire en anglais et encore quelques exemplaires en français pour les dédicaces. Et sinon, je vous annonce nos prochains événements. Donc, le lundi 5 mars, on présentera avec Attaque à la Cinémathèque un film qui traite de l'obsolescence programmée, qui s'appelle Death by Design, inédit au Luxembourg. Et on parlera avec Marcel Barros, qui interviendra dans la discussion, de ce qu'on peut faire pour lutter contre l'obsolescence programmée des appareils électroniques et principalement électriques et électroniques, car il a quelques idées à proposer. Sinon, à Attaque, on aura 2 workshops concernant la finance citoyenne. Le premier, ce sera le mercredi 7 mars, où on va traiter de l'investissement socialement responsable. Quels sont les fonds dits socialement responsables qui sont vraiment sérieux? Y a-t-il des labels? Comment sont leurs critères de sélection? On aura un deuxième workshop le mercredi 21 mars sur la question de la dette publique, d'où elle vient, comment la gérer, quelles sont les alternatives aux politiques austéritaires contre la dette. Donc, ça sera donc dans nos locaux, enfin au CITIM. Et sinon, je vous donne rendez-vous ici le mercredi 28 mars, où on aura Sébastien Stenger qui interviendra sur la question du management dans les boîtes d'audit, donc les Big Four, les PwC, KPMG, qu'est-ce que c'est quoi les autres? C'est EY et Deloitte. Donc vous savez qu'il y a 99% des entreprises transnationales mondiales qui sont auditées par ces entreprises-là. Bon, on ne va pas parler de l'optimisation fiscale, mais on va parler de la façon dont le management est effectué dans ces entreprises, comment, entre guillemets, voilà, le lean management modèle, on va dire, toute une série de jeunes diplômés vers cette économie néolibérale que nous contestons. Voilà. Et sinon, je vous donne donc rendez-vous à notre prochaine conférence ici. Merci. Au revoir. Ça sera ici, oui, mercredi 28 mars, toujours. Oui.